des slows, des élèves sur les ondes. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je me présente, je m'appelle Dairon. Soyez bienvenus à cette nouvelle émission de la King Studio. Aujourd'hui, nous retrouvons les élèves du collège Grand du Fou avec super programme. Pour commencer, nous écouterons une chronique qui vous parlera de le trafic de cocaïne. Ensuite, nous parlerons de Loé, une artiste que vous connaissez peut-être déjà. Après, on va vous parler de mots qu'on entend très souvent au collège. Puis, nous retrouverons une invitée de la 4e C qui a réalisé un reportage sur le tourisme à Maripasola. Ensuite, nous découvrirons les hommes indiens avec Charlène. Avec le chiffre du jour, vous allez savoir quel âge a la plateforme YouTube. Une célèbre scientifique est venue au collège pour nous parler du changement climatique. Nous avons la chance de lui poser quelques questions. Ensuite, on vous présentera notre première chronique cuisine. Enfin, on terminera avec un micro-trottoir, lui aussi sur le thème de la cuisine. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous ce mercredi encore. Nous commençons notre émission avec la chronique Actu de Déborah. Bonjour Déborah, nous t'écoutons. Bonjour chers auditeurs, bonjour Dairon. Pour l'émission d'aujourd'hui, je vous ai pris un sujet qui est assez grave ici en Guyane, le trafic de cocaïne, mais plus sur sa nouvelle filière française en Guyane. 20% de la cocaïne consommée en France métropolitaine provient de la Guyane. Un constat alarmant avec environ 50 vols de cocaïne vers Paris. Environ 100 kilos de cocaïne arrivent à Paris chaque jour. Alors, pourquoi la Guyane est au cœur du trafic de cocaïne ? Celle-ci provient de la Colombie, passant en transit par le Suriname avec la Guyane comme porte d'entrée vers l'Europe, selon l'ONU, Organisation des Nations Unies. En 2020, la Colombie représentait 61% de la production mondiale de la coca, la plante à l'origine de la cocaïne. La drogue est transportée illégalement par des centaines de kilos dans des porte-conteneurs, des bateaux de pêche ou encore des petits avions. Les trafiquants réussissent à transporter la cocaïne par avion, notamment au travers de la corruption des autorités. Ces transports illégaux sont organisés par les organisations criminelles qui s'étendent sur plusieurs pays, les fameux cartels de la drogue et les gangs. Les enquêtes ont démontré que le transport de la drogue par avion entre la Colombie, le Venezuela jusqu'au Suriname sont effectués pour d'énormes sommes d'argent, comme par exemple 150 000 $ pour livrer 400 kilos de cocaïne non loin de Paramaribo. Les autorités mènent leur enquête sur ce trafic de cocaïne sur le plateau des Guyanes au moyen de l'analyse d'images satellites qui permettent d'identifier l'apparition des pistes illégales. Alors que les avions de transport de cocaïne tentent de passer inaperçus en éteignant les instruments obligatoires de signalisation pour que le contrôleur aérien ne puisse pas les suivre, ils sont toutefois repérés plus tard par l'analyse de milliers de photographies satellites. Ces vols illégaux peuvent représenter jusqu'à un quart environ du trafic aérien au Suriname. Jusqu'au début des années 2000 environ, l'essentiel du trafic de cocaïne partait de Paramaribo vers Amsterdam aux Pays-Bas. Lorsque les contrôles à Amsterdam ont été fortement renforcés, les cartels du Suriname ont développé davantage l'exportation de cocaïne via la Guyane, c'est-à-dire l'aéroport de Cayenne, Félix-Éboué, ou par voie maritime. Ce changement de stratégie des cartels se traduit par le développement dramatique des mules qui peuvent ingérer de très nombreuses boulettes de cocaïne avant de prendre un vol pour Paris. Nous ici, comme toutes les populations du fleuve, sont particulièrement exposées au recrutement criminel des mules par les cartels de drogue. Vu le nombre important de mules par vol, les services de la police aux frontières et des douanes ont fortement renforcé les contrôles. Du coup, un certain nombre de mules vont être arrêtées à chaque départ, mais une autre partie passera inaperçue et arrivera à Paris. Malgré l'extrême dangerosité d'ingérer des boulettes de cocaïne, les cartels arrivent toujours à recruter des jeunes qui risquent leur vie pour quelques centaines d'euros. Ainsi, la Guyane représente effectivement 20% de l'ordre du trafic de cocaïne en France. Enfin, il faut noter que le trafic de cocaïne en Guyane a atteint non seulement les jeunes en manque de
d'avenir, mais également d'autres personnes de la population, de toutes catégories sociales et professionnelles. Attention, ce drame nous concerne tous. Merci Déborah pour cette chronique sur un sujet très important. C'est maintenant le moment de la musique avec Luis Fernando qui va nous faire découvrir un talent guyanais. Bonjour à tous, je suis Luis Fernando et ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la chanson Far Away de Loé. Loé est un artiste bushinengue qui commence à se faire connaître en 2023. Ce clip de sa chanson l'a fait connaître sur YouTube où il a été vu 25 000 fois en une seule journée. Et la bouche à oreille a fait le reste. Dans son clip, on le voit marcher pieds nus dans la forêt en Pangui. On voit des tenues traditionnelles du Tembe et un village. Mais on voit aussi une voiture de luxe et la marque Louis Vuitton. Il mélange la tradition et le moderne. Il mélange des sons traditionnels de sa culture avec de la drill, un genre de rap. Personnellement, j'écoute beaucoup de rap et aussi des artistes guyanais comme Biggie Pa. Donc j'aime ce que fait Loé. Dans ma classe, on aime son style et on pense qu'il va aller loin. Alors, en attendant qu'il sorte de nouvelles chansons, on vous laisse écouter un dernier extrait. Merci Luis Fernando, moi aussi j'adore ce chanteur. Pour le mot du jour, Meguigne a choisi un Mwaluku, nous l'écoutons. Bonjour, le mot du jour que je choisis pour vous est bien. Ici à Maripasoula, beaucoup de personnes disent ce mot, on peut l'entendre au collège très souvent prononcé par les élèves, mais aussi par les adultes. Bia est une mot en aluku, une langue bushinengue parlée ici dans l'ouest de Guyane et au Suriname. Bia est une mot qu'on utilise quand on est surprise ou choqué. Bia, c'est toi qui as fait ça. Quand on est fâché, tu m'énerves, Bia. Quand on veut râler, Bia, je veux plus jouer. Ou bien quand on est content, c'était trop bien, Bia. À l'origine, Bia est une mot quand on utilise pour saluer ou parler à une amie, on dit « Ofabia ». Ça veut dire « bonjour mec ». Au collège même, les élèves qui ne parlent pas forcément à l'oukou utilisent ce mot. Bien, ma chronique est déjà terminée. Merci de m'avoir écouté et merci à Christine et aussi à Dylan, une technicienne du King Studio, de m'avoir aidé à écrire cette chronique. Bia, quelle chronique, merci Meguigne. Pour cette émission, nous avons un invité, Jiré, une élève de la 4e C. Elle a souhaité nous dire un peu plus sur le tourisme à Maripasoula dans un reportage. Bonjour, c'est Amélie Giré. Je souhaitais vous parler du tourisme à Maripasoula pour vous prouver qu'il n'y a pas que des mauvaises choses ici, mais aussi des bonnes choses dans cette commune. Actuellement, nous sommes sous la pluie. Nous avons une vue sur le château d'eau et nous allons tout de suite à l'office de tourisme. Nous sommes arrivés à l'office de tourisme. Tac tac. Bonjour. On peut vous aider? J'aperçois des statues, de l'artisanat, des tembés. Je vois aussi des vélos, des cartes. Je vois aussi des vêtements traditionnels, le pangui et tout. Aussi des colliers traditionnels, wena, et beaucoup de tembés. Alors, Monsieur Powell, qui êtes-vous dans l'office de tourisme? Moi, je suis un salarié de l'office depuis 3 ans déjà, originaire de la commune même de Maripasoula. Je développe l'activité touristique dans le coin. Je propose tout ce qui est visite, location de VTT et tout ce qui est renseignement. C'est mon rôle principal à Maripasoula, mais pas que, parce que notre bassin de travail, c'est tout le territoire de l'Ouest, donc 7 communes
Maripasoula, Papaïchton, Sayul, Grand Santi, Apatou, Mana et Awalaya Limapo. Donc sur tous ces territoires-là, nous développons l'activité touristique. J'ai demandé à Poël comment il définirait Maripasoula. C'est une commune conviviale où l'approche humaine, c'est quelque chose qui est dans le centre même, dans la vie de tous les jours. Et une ville tranquille, apaisée, où on trouve le calme quasiment tous les jours. Ensuite, nous nous sommes demandé pourquoi inciter les personnes à venir découvrir Maripasoula. Pour découvrir toutes les activités qui existent dans les alentours de Maripasoula, dans le bourg et les alentours. Poël nous en a dit ensuite un peu plus sur les activités que l'on peut faire à Maripasoula. L'activité incontournable de Maripasoula, c'est les cascades de Gobaya-Soula, afin de découvrir les cascades de Gobaya-Soula à 20 minutes de pirogue d'ici, et découvrir la population locale qui y vivent de façon très atypique. Enfin, voici pour les auditeurs quelques conseils si vous ne savez pas comment vous rendre à Maripasoula. La voie la plus utilisée, c'est la voie aérienne. Et que cette voie-là impacte énormément notre activité, puisque s'il n'y a pas de vol, il n'y a pas de touristes, et que malheureusement, les gens ils choisissent de venir en pirogue. Mais la voie la plus utilisée reste toujours la voie aérienne. Bonjour, je m'appelle Vincent Athény, je suis responsable d'agence. Air Guyane est la compagnie qui réalise les vols entre le littoral et Maripasoula. Nous avons demandé à M. Athény combien il y avait d'avions par semaine. Il y a 28 vols par semaine. Avez-vous déjà eu l'occasion de conseiller à vos clients de prendre la pirogue? Oui, il m'est arrivé une ou deux fois, oui. Quand les vols sont complets, que la personne a une urgence et qu'il n'y a pas d'autre solution, que nous, on ne peut pas lui offrir une autre alternative, on lui conseille la pirogue. Retrouvons Poël qui nous donne quelques précisions sur le nombre de touristes qui se rendent à Maripasoula. Avant, il y avait plus de 3000 touristes par an. Il faut répertorier plus de 15 touristes par semaine. Mais depuis que l'activité aérienne impacte énormément la venue des touristes, ça réduit considérablement. Puis les années Covid aussi, ça ralentit énormément. Merci Poël. Et une dernière question. Quelles activités avez-vous déjà faites dans la commune de Maripasoula ou dans les villages? J'ai un peu déjà tout fait. J'ai fait du VTT sur les différents parcours qui existent. Le Sentier des Géants, un endroit incontournable également pour découvrir la faune et la flore. Tout ce qui est excursion sur le fleuve, ce que je vous invite à venir découvrir ou même vous à venir faire. Voilà, c'était Géré. J'espère que ce reportage vous a donné envie de venir découvrir notre belle commune. Nous serons très heureux de vous y croiser. Je remercie les personnes qui ont répondu à mes questions et également mes camarades de 4e B pour leur invitation de leur émission. Merci à tous. Bonne journée. J'espère que ça vous donne envie de nous rendre visite à Maripasoula. Nous abordons maintenant un sujet très important avec Charlène, celui des hommes indiens. Bonjour à tous, c'est Charlène. On se retrouve aujourd'hui pour parler des hommes indiens. Peut-être que vous savez déjà ce que c'est. Le collège de Saint-Georges, vous en avez parlé rapidement dans son première émission. Moi, j'ai connu son pensionnat grâce à mon père qui était à celui de Maripasoula et cette année, j'ai lu le livre d'Hélène Ferrarine, Allons enfants de la Guyane, paru en septembre 2022 qui parlait de ce sujet. En Guyane, tout au long du XXe siècle, des missionnaires ont enlevé des enfants indigènes pour les élever dans des pensionnats catholiques. Au début des années 1930, dans les colonies françaises de Guyane, le père Domaine, un prêtre catholique, rencontre les communautés autochtones qui vivaient le long des fleuves. Il commence à rassembler les enfants des villages caliniens et les amener dans les presbytères de Mana en expliquant que c'est pour leur permettre d'aller à l'école. En 1946, la Guyane devient un département français. D'autres pensionnats ouvrent sur le même modèle dans d'autres villes de Guyane. Irakobo, Saint-Laurent-du-Maroni, Maripasoula, Sinamari et Saint-Georges de l'Oyapock.
Ces pensionnats sont appelés des hommes. Ces hommes ont été pour la plupart fermés dans les années 70 à Saint-Georges de l'Oyapock. Le homme est toujours en fonction et jusqu'à maintenant, les surveillants de l'internat sont des bonnes sœurs. Celui de Maripasoula a été fermé en 2012, c'est-à-dire il y a 11 ans. Seulement mon père y a été hébergé lorsqu'il était au collège. Il m'a raconté que quand il était à l'internat, il appartenait à des religions des catholiques. Les surveillants étaient des bonnes sœurs. Ils ne mangeaient que du riz et allaient se coucher très tôt vers 18 heures. Avant de dormir, ils devaient toujours prier à l'église, mais mon père ne croyait même pas en Dieu. La plupart des parents ne voulaient pas mettre leur enfant dans ces internats, mais les bonnes sœurs leur prenaient de force pour que les enfants croient en Dieu. À l'époque, il n'y avait que des bonnes sœurs qui surveillaient les enfants. Il y avait même parfois une église dans l'internat. Les enfants recevaient des coups de bâton sur les doigts. Le nom du bâton était le Titus. Une phrase que je lis dans ce livre m'a choquée, je vais vous la lire. On a une déconsidération de l'enfant. Il faut tuer l'Amérindien qu'il y a dedans et le remplacer par une autre chose. C'était ça le but. Je suis l'origine d'Antecumpata et je suis à l'internat à Maripasoula. En 2023, l'internat à Maripasoula est différent. Les surveillants sont des Aloko et Amérindiens et c'est un endroit laïque comme à l'école où il n'est pas question de religion. On a une vraie cantine, pas comme à l'époque. Merci Charlène, c'était une chronique très intéressante. Bonjour Ariel, nous te retrouvons aujourd'hui pour le chiffre du jour. Bonjour, c'est Ariel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chiffre du jour. C'est le 18K, 18 ans, c'est l'âge de YouTube. Et oui, ce n'est pas très vieux, 18. Le site web d'hébergement des vidéos a été créé le 14 février 2005 à San Mateo, aux États-Unis. YouTube a été fondé par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Ce site permet de poster des vidéos, de les regarder, de les commenter et de les évaluer. Et depuis 18 ans, beaucoup d'améliorations ont été proposées. Aujourd'hui, on peut même poster des vidéos en direct. En 2020, près de 2 milliards de personnes visitant chaque mois le site. Moi, j'utilise ce site pour écouter la musique. Parlons maintenant rapidement des vidéos les plus vues sur le YouTube. Jusqu'au 2 novembre 2020, c'était la chanson Despacito. Elle a ensuite été détrônée par Baby Shark, que vous devez tous connaître, qui a atteint le 12 milliards de vues en décembre 2022. C'est déjà pour moi le moment de vous laisser, mais j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez écouter toutes les émissions des élèves sur les ondes, autant de fois que vous voulez sur la page YouTube de Radio Pays. Et qui sait, peut-être que grâce à vous, on pourra détrôner Baby Shark. Merci Ariel, c'était vrai que moi aussi j'utilise beaucoup YouTube. Maintenant, voici Luis Fernando et Lohan, un autre invité de la 4e C. Voici toutes les réponses aux questions que vous avez peut-être sur le changement climatique. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Quel est votre métier? Je m'appelle Annie, c'est mon prénom. Cazenave, c'est mon nom de famille. Alors, mon métier, c'est chercheur. Alors, c'est quoi un chercheur? C'est quelqu'un qui a fait des études plutôt scientifiques, ou pas que d'ailleurs, dans d'autres domaines, et qui essaye de comprendre le monde qui nous entoure. Moi, je m'intéresse depuis longtemps déjà à comprendre comment la Terre fonctionne en utilisant des satellites. Donc, qu'est-ce que le changement climatique? D'abord, petite distinction. Il ne faut pas confondre météo et climat. La météo, c'est le temps qui fait d'un jour à l'autre. Et le climat, c'est la météo, mais moyennée sur des longues échelles de temps. Par exemple, à l'échelle d'une année. Il y a des zones de la planète avec des climats chauds, des climats froids. Au pôle, il fait très froid. Il y a des régions où il y a des déserts où il pleut pas. Bon, donc ça, c'est déjà une notion de climat. Ça, c'est le climat. Et puis, le changement climatique, c'est
des phénomènes extérieurs qui peuvent être des phénomènes naturels, par exemple, des éruptions volcaniques ou des changements de l'activité du soleil qui font que le climat il va changer. Par exemple, dans les régions où il fait chaud, il va faire encore plus chaud. Dans les régions où il pleut beaucoup, il va pleuvoir encore plus. C'est ça le changement climatique. Et là, aujourd'hui, on est en train de vivre un changement climatique qui n'est pas dû à des phénomènes naturels, mais qui est dû aux activités humaines. Selon vous, est-ce que la déforestation augmente la température de la Terre? Alors, la réponse est oui. Pas de façon directe, mais de façon indirecte. Si le climat change en ce moment, c'est parce que les humains, ils utilisent des sources d'énergie qui sont basées sur la combustion de ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon et le gaz. En plus, comme on est de plus en plus nombreux sur la planète, on utilise de plus en plus ces combustibles fossiles. Alors, quand ils brûlent, qu'est-ce qui se passe? Ils émettent des gaz, en particulier du dioxyde de carbone. Et ces gaz, ils vont s'accumuler dans l'atmosphère. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont réchauffer l'atmosphère. Mais pas que l'atmosphère, ils vont aussi réchauffer l'océan. Alors la déforestation maintenant, ça contribue, alors pas pour beaucoup, pour 10% de ce réchauffement, on va dire. Pourquoi? Parce que les arbres, pour croître, la végétation, ça absorbe une partie du gaz carbonique qui est dans l'atmosphère. Mais quand on coupe les arbres, en fait, il n'y a plus cette... on appelle ça un puits de carbone. La végétation, elle ne va plus absorber du gaz carbonique, donc réduire ce qu'il y a dans l'atmosphère. Et quand on coupe les arbres, ça contribue à cet effet de serre et donc au réchauffement. Donc la réponse à ta question, c'est oui. Le changement climatique est-il un danger pour notre belle planète? Alors, pour la planète, pas forcément. Vous savez peut-être que la Terre, elle est très vieille. Elle a été formée il y a 4,6 milliards d'années. Et que tout au long de l'histoire de la Terre, la Terre, elle a connu des périodes où il faisait bien plus chaud qu'aujourd'hui. Et puis des périodes où il faisait bien plus froid qu'aujourd'hui. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre, il y a plusieurs millions ou centaines de millions d'années, où la Terre, elle était complètement gelée. Donc la Terre, elle en a connu d'autres. Et là, on est en train de vivre un changement climatique. La Terre, elle s'en remettra. Mais ce qui change par rapport au passé, c'est qu'il y a des humains. Aujourd'hui, on est 7 milliards sur la planète. Et ce changement climatique qui est dû à nos activités, à nous, les humains, il a des impacts qui peuvent être assez négatifs pour certaines populations. Alors, faut-il utiliser des énergies renouvelables, des véhicules qui fonctionnent à l'énergie solaire, par exemple? Tout le monde sait que il faudrait utiliser de moins en moins ce qu'on appelle les combustibles fossiles, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le charbon, le pétrole, et développer des énergies qu'on appelle les énergies renouvelables. Est-il trop tard pour agir? Bien sûr que non, il n'est jamais trop tard pour agir. Alors c'est sûr que plus on attend, plus les conséquences négatives du réchauffement climatique vont se manifester. Mais à titre individuel, on peut tous aussi agir en éteignant la lumière quand on sort d'une pièce, en n'achetant pas toujours du neuf, mais en essayant de recycler. Si une partie de la population fait quelque chose pour être contre le réchauffement et qui agit, et l'autre partie qui ne fait rien, alors ça va pas changer, la planète va continuer à se réchauffer. La partie de la planète, la population qui fait quelque chose, ça peut servir de modèle pour les autres. De toute façon aussi, s'il y a une partie de la population mondiale qui fait quelque chose, ça va forcément aller dans le bon sens, parce que si tout le monde continuait à vivre comme avant, à émettre autant de gaz à effet de serre, les résultats seraient encore plus catastrophiques. Donc c'est pas aussi désespéré que ça, voilà. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous nous avez beaucoup appris. Passez une bonne journée et on espère vous revoir. Merci à vous parce que c'est super de voir des jeunes se préoccuper de l'avenir de la planète et puis de l'avenir des humains aussi. Eh bien, ça fait beaucoup réfléchir. Merci à vous pour cette interview. Direction le fourneau maintenant avec Estelle.
Bonjour, je m'appelle Estelle et aujourd'hui je vais vous parler de cuisine. Je vais vous présenter une recette, le gratin de banane jaune. Si vous vous demandez quelle est cette recette, ce n'est pas compliqué. Je vous présente tout de suite les ingrédients dont vous avez besoin. Mais avant de nous dire les ingrédients, quel est le pays qui vient cette recette-là et de quelle culture? La recette vient de la Martinique dans la culture créole. C'est ma maman qui me l'a dit. D'accord, merci. Maintenant, voici les ingrédients pour faire un bon gratin de banane. Tout d'abord, si c'est pour 3 personnes, on prend 4 bananes ou plus s'il y a plus de personnes. On n'enlève pas la peau de la banane, on la tranche et on la met bouillir avec la peau. On ajoute une pincée de sel pour que le sel rentre bien dans les bananes. On attend 15 minutes à peu près. Dans une autre poêle, on va venir préparer notre sauce béchamel. Pour cela, on va mettre notre poêle sur le feu et on va venir ajouter 50 g de beurre et un peu de l'huile, 2 gousses d'ail, un oignon haché avec 60 ml de lait et 80 g de farine. Puis on mélange tout ça. On ajoute du sel et du poivre et si vous voulez ajouter d'autres épices, vous pouvez. Après, on enlève la peau des bananes et on les coupe en petits morceaux. On dépose les bananes dans le plat et on ajoute la petite sauce béchamel. Et ensuite, on met du fromage par-dessus avec 2 petits morceaux de beurre. On place au four à 180 degrés et on va attendre environ 15 minutes. Ça y est, c'est prêt, à table. Merci Estelle pour cette recette, ça donne faim. Et nous terminons notre émission avec une micro-trottoir réalisée par Lydia qui va aussi vous donner faim. Quel est votre plat préféré? Moi, c'est la paella. Pizza. Mon plat préféré, c'est les spaghettis bolognaises. Le homard avec les moules et les huîtres. C'est quoi ton plat préféré? La pâte à la carbonara. Mon plat préféré, c'est poulet rôti, cassoulet. Mon plat préféré, c'est les haricots rouges. C'est bon. Les hamburgers. Mon plat préféré, c'est banane pesée. Pizza. L'haricot rouge. Mon plat préféré, c'est Bambi. Quel est votre plat préféré? Hamburger. Moi, mon plat préféré, c'est les sushis. C'est toute ma vie. Mais malheureusement, ici, il n'y en a pas. Marie Passoula. Colombo. L'haricot rouge. Bami. Le fruit. Mon plat préféré, c'est le fruit. Du coup, moi, j'aime bien manger le bouillon d'awara. Mon plat préféré, c'est couchi. Moi, mon plat préféré, c'est un plat McDonald's. Mais il n'y a pas à Marie Passoula. C'est ça qui tue. Mon plat préféré, c'est des choucis. Mon plat préféré, c'est le banane pesée. Awasai. Du rôti. Bami simple. Les lasagnes. Nasi. La soupe chinoise. Haricots contenus avec du poulet. Ma plat préféré, c'est nasi. C'est nasi. Les bananes pesées. Bananes pesées. Mon plat préféré, c'est le nasi. Jambon fromage. Mon plat préféré, c'est les spaghettis. Merci à vous tous d'avoir écouté cette émission. Nous sommes très contents de vous retrouver le 7 juin pour notre prochaine émission et entendre la semaine prochaine vous retrouver les élèves de l'externat Saint-Joseph. Je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine émission. Ciao ciao.